docteur Marie-Annette Gam chez nous. Et puis, elle a notamment développé de nouvelles méthodes d'identification et de couplage anonyme avec la création d'un logiciel Anonyma qui a été approuvé par la CNIL, qui est l'organisme qui supervise et assure la confidentialité des données privées en France. Donc, c'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui en ligne, Catherine, et je vous donne la parole. On se réjouit de vous entendre. Donc, je vais passer sur ma présentation de mes titres puisque ça a été fait par Muriel. J'ai travaillé un petit peu avec Liège sur un master de santé publique, donc c'est pour ça que vous voyez cette dernière. Et je voulais insister surtout sur mes travaux avec Paris, l'équipe de biostatistique en grande dimension qui m'aide vraiment dans tous mes travaux. Alors, si ça fonctionne là, voilà, très bien. Donc, une présentation des travaux qui peuvent être réalisés sur les données françaises avec des exemples que j'ai pu mettre en œuvre grâce à des collaborations avec des cliniciens, et ça, j'y tiens énormément. Et puis, j'espère que j'aurai le temps de conclure. Donc, je vais peut-être passer rapidement sur le système national où on a la chance de pouvoir relier les données de remboursement des soins de ville avec les données hospitalières et plus récemment, les données de décès de l'INSERM avec les causes de décès, donc depuis à peu près 4 ans. Donc, ces données, donc la grande force, c'est que les données sont chaînées avec un identifiant commun auquel donc j'ai participé à la création. Et puis, donc du coup, l'assurance maladie qui a beaucoup travaillé avec les organismes complémentaires pour avoir un système commun qui recouvre quasiment maintenant l'exhaustivité de la population. Vous voyez qu'en 2022, on a déjà 60 millions de patients qui ont bénéficié de soins. Voilà, tout le monde, heureusement, n'est pas malade, hein, et donc un nombre considérable de données et surtout l'intérêt de ces données longitudinales. Donc, depuis 2005, en gros, on peut avoir les soins de ville et l'hôpital. Ça n'a pas été évident dans le chaînage au début et disons que depuis 2007, c'est beaucoup mieux et on a, pour les chercheurs, la possibilité de demander 10 ans de recul. Certaines agences, bien sûr, ont beaucoup plus. Alors, les travaux que je voulais vous présenter, d'abord des travaux un peu généraux, puis des travaux sur l'épidémie. Alors, ces travaux généraux, pour vous montrer qu'on peut s'en servir pour faire de la surveillance épidémiologique. Par exemple, ici, vous avez la prévalence hospitalière de l'endométriose. On n'a pas de registre en France sur ce sujet. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Et puis, même quand on dispose d'un registre, et je pense que Patrick le sait bien, on n'a pas des registres dans tous les départements. Donc, de pouvoir extrapoler au niveau national en s'appuyant sur des données de mortalité et des données de prise en charge, bah, c'est extrêmement utile. Alors, sur la mortalité, justement, pendant de nombreuses années, on s'est contenté de la mortalité hospitalière. C'était déjà pas mal, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Maintenant, on a la mortalité globale, on est ravis. Déjà, la mortalité hospitalière, un travail qui a été fait avec un géographe de la santé qui était en thèse avec moi et où on a retrouvé cette diagonale du vide française avec des déserts médicaux et où vous voyez le cluster rouge foncé avec beaucoup de paysans, beaucoup de personnes à la retraite ou en pré-retraite et une mortalité pourtant standardisée sur l'âge et le sexe qui est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Et puis, cette mortalité, elle est également très élevée sur notre pourtour littoral, avec pourtant, cette fois-ci, pas de désert médical, hein, une densité de professionnels de santé extrêmement élevée, mais
des taux de chômage très importants et également des retraités. Donc là aussi, une surmortalité hospitalière malgré la standardisation sur l'âge et le sexe. Alors après, nous avons voulu voir s'il était possible d'utiliser ce type de données pour l'évaluation de la qualité des soins avec des premiers travaux sur la sécurité des soins. Donc, nous avons été la première équipe à accéder aux données du système national avec données hospitalières et données de ville. Et notre objectif, c'était de montrer la faisabilité de l'utilisation de ces données pour étudier les événements indésirables suite au vaccin. Et donc, nous avons choisi une association déjà très connue et étudiée au niveau international. Et nous avons pu montrer que, en utilisant une méthodologie statistique adaptée, donc la méthodologie en série de cas développée par Paddy Farrington en Angleterre, et pour s'affranchir d'une partie des biais de confusion non mesurés, on arrivait à des résultats très proches de ceux des grandes cohortes anglaises ou américaines. Alors après, donc maintenant, ce qui nous intéresse beaucoup, ce sont les médicaments. Avec des travaux qui ont été publiés l'année dernière sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens pris pendant la grossesse. Donc là, je vous remontre sur le vaccin, mais je vous l'ai déjà expliqué. Sur la grossesse, donc on s'est intéressé aux anti-inflammatoires, aux INS donnés chez les femmes enceintes en ville. Et nous avons pu montrer une augmentation du risque de prématurité, donc donné pendant les 5 premiers mois de la grossesse, avec notamment 5 INS particuliers. Donc, c'est un travail qui a beaucoup intéressé les obstétriciens, même s'ils étaient très, très dubitatifs au début. Sur les anti-TNF-alpha, là, c'est plutôt le souci des gastro-entérologues. Et la question, c'était, peut-on poursuivre le traitement pendant la grossesse? Quels sont les risques pour la maman et pour l'enfant? Alors, une augmentation des risques de complications maternelles, notamment infectieuses, chez la maman, mais pas d'effet, en tout cas significatif, chez l'enfant. Pas de complications infectieuses, notamment supplémentaires chez l'enfant. Donc ça, c'est important. On a travaillé sur les anti-VEGF pendant la grossesse, où les questions identiques se posent. Et voilà, donc je m'arrête là. Alors, pour ce qui concerne, comme vous le savez, les gouvernements, les ministères sont très axés sur les réhospitalisations. Donc, aux États-Unis, tout d'abord. La France a suivi. Victor m'a dit il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Et notre premier résultat, c'était de montrer qu'en France, finalement, c'est relativement homogène d'un département à un autre, ce qui nous a quand même étonnés. Et lorsque les taux sont considérés comme élevés, c'est-à-dire de l'ordre de 16%, bah, finalement, on est dans la tranche basse des États américains. Donc, un problème qui est quand même moins aigu qu'aux États-Unis, mais qui inquiète beaucoup notre ministère. Donc, j'ai été chargée de développer un outil. Alors, évidemment, à chaque fois, il faut que ça soit différent, il faut que ça soit adapté à la problématique. Donc, différent, on a fait quelque chose de différent de l'outil développé par Jenks pour les ARS, les agences régionales de santé. J'ai beaucoup travaillé avec Rodwin, avec l'ARS Île-de-France, qui au départ espérait avoir un indicateur global par hôpital et qui a fini par comprendre qu'on était obligé de s'intéresser à chaque pathologie séparément et à regarder un peu les parcours de soins et pas uniquement d'avoir une photo là avec un indicateur pour l'hôpital. Donc, on s'est axé sur les pathologies. En ce moment, je travaille beaucoup encore avec le ministère de la Santé sur un autre indicateur, non plus à destination des ARS, mais à destination des hôpitaux, avec derrière des questions sur comment l'utiliser. Est-ce qu'on l'utilise à des fins de tarification ou pas? Donc, on est en train de valider cet indicateur. Il n'est pas complètement terminé. Et cette fois-ci, il y a vraiment une déclinaison par pathologie.
Alors, pour ce qui concerne l'accident vasculaire cérébral, une chance extraordinaire de pouvoir disposer des données du registre, hein, qui est le premier registre en France sur les accidents vasculaires cérébraux, que nous avons chaîné aux données d'hospitalisation avec l'accord de la CNIL. Et du coup, nous avons eu des données cliniques de grande qualité. Nous avons pu montrer confirmer, je dirais, que l'antécédent d'hypertension, d'arythmie complète par fibrillation auriculaire était associé à une réhospitalisation. Et nous avions eu la chance aussi d'avoir le NIS, donc qui n'est pas directement calculable à partir des données PMSI, et de montrer son lien avec les réhospitalisations. Nous avons travaillé sur l'infarctus du myocarde, et cette fois-ci sur des données nationales, avec la possibilité d'accéder aux données de ville et de montrer ainsi que le facteur essentiel de cette réhospitalisation, c'était le fait que le patient, dans les 7 jours, n'avait pas eu la possibilité d'aller chercher ses médicaments hypolipémiants prescrits à l'hôpital. Et donc, il y avait vraiment un problème, qui est, je vais vous le dire, assez connu quand même, de coordination des soins entre la ville et l'hôpital, mais que ce problème de coordination avait un impact direct sur les réhospitalisations. Alors, sur l'évaluation des stratégies thérapeutiques, on a beaucoup travaillé avec les ophtalmologues, donc avec un premier travail publié dans Ophtalmologie, alors avec forcément un graphique très visuel, hein, pas complété heureusement par des analyses statistiques, qui avait pour objectif de montrer, on ne savait pas, hein, on voulait savoir quel était l'effet de la mise en œuvre de l'injection d'un antibiotique dans l'œil pendant l'intervention, et dès la commercialisation de cet antibiotique, on voit la réduction de l'endophtalmie, qui est l'événement indésirable vraiment redouté des ophtalmologues. Donc, on a bien sûr complété ce graphique par un modèle multivarié qui a montré la réduction de l'endophtalmie, clairement, suite à cette injection. On a également travaillé sur la question de l'utilisation sur les endophtalmies suite aux injections intravitréennes, avec, j'allais dire de manière peu surprenante, un risque plus élevé quand on utilise des corticoïdes, mais de manière un peu pragmatique, on a montré que lorsque les seringues étaient pré-remplies, on réduisait le risque d'infection post-opératoire. Alors, ensuite, on s'est intéressé à l'ensemble des interventions en ophtalmologie, quasiment toutes, pour voir lesquelles étaient plus à risque d'endophtalmie, comment ça avait évolué au cours du temps. Donc, on voit que, par exemple, il y a plus d'endophtalmie après les chirurgies de la sclère et du globe, que pour la cataracte, ça a diminué, alors que pour les injections intravitréennes, ça a augmenté. Donc, on voit bien que c'est très intéressant d'avoir cette photographie de l'évolution de ces événements indésirables au cours du temps. Donc, je voulais arriver au sujet qui m'a passionnée pendant cette pandémie. J'ai eu la chance d'être sollicitée par le ministère de la Santé sur demande de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation pour construire un système de remontée, j'allais dire quasi en temps réel, c'est-à-dire hebdomadaire, des données Covid des hôpitaux vers l'agence, sans passer par le circuit habituel qui est beaucoup trop long, et en lien avec l'assurance maladie. Donc, on a construit ce système à 3 ou 4 personnes. Et j'ai été sollicitée du fait de mes compétences en matière de chaînage, d'anonymisation et chaînage des données, parce que là, il fallait convaincre la CNIL de la possibilité d'utiliser un système un peu simplifié et plus rapide, qui a abouti assez rapidement, et on a fait ça en 1 mois à peu près. Et donc, le gouvernement a suivi avec sur le plan, et la CNIL aussi. Ça a été très rapide, et comme j'ai eu la chance d'être dans le système, j'ai pu mesurer l'intérêt que ça pourrait les travaux que nous pourrions faire sur le plan épidémiologique. Donc, pendant l'été qui a suivi, j'avoue que je me suis régalée. Alors, à la fois sur
les hospitalisations pour Covid, mais aussi sur la prise en charge des autres pathologies qui ont été quand même mises de côté. Alors, pour ce qui concerne l'épidémie, si j'ose dire, donc un premier travail sur comparaison Covid-grippe, un deuxième sur les maladies respiratoires chroniques et leur impact sur l'hospitalisation et sur la gravité de ces hospitalisations, l'embolie pulmonaire qui nous titillait quand même, et puis moi, j'ai fait une base de données. Ah oui, voilà, merci, voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que cet après-midi, j'ai... S'il vous plaît, merci de couper vos micros. Avec le copil pour savoir qui renseignait justement, parce qu'on a Peggy, commencé à Peggy, recevoir merci de couper ton micro. S'il te plaît. Voilà, oui, exactement. Et puis l'idée, c'est que le secrétariat puisse implémenter la base de données. Et moi, l'idée... j'ai créé une base de données. Ah bah c'est super, magnifique. Peggy. Donc l'idée, après, c'est de... Justement, j'ai prévu un rendez-vous avec Laure. Et l'idée, parce que moi, je ne pourrais pas être à cette séance parce que j'ai encore une autre séance qui s'est interférée entre-temps. Et l'idée... Sur les cancers. Alors, je vous montre le dispositif. Non, c'est cet après-midi. Ah, c'est cet après-midi. C'est cet après-midi. Et oui. avec justement, avec Laure et toi. Alors, vous voyez, même pour si discuter, justement, pour lui expliquer en fait comment tu veux. Je pense que l'organisateur alors, peut couper Zakia, le justement, micro. je ne sais pas si on l'a impliqué ou pas, parce que... Marina, vous pouvez couper Peggy, s'il vous plaît. C'est important vu qu'il participe à la... C'est elle qui s'occupe aussi des projets de recherche. Et que... Merci beaucoup. Alors, donc, sur Covid-grippe, donc, nous avons pu montrer que les caractéristiques des patients hospitalisés n'étaient pas tout à fait les mêmes pour les patients hospitalisés pour Covid et pour la grippe. Donc, sur les travaux qui ont beaucoup été... on a eu la chance d'avoir des données très rapidement qu'on a soumises l'été 2020. Et puis... on a montré aussi la surmortalité, donc 3 fois plus de décès chez les patients hospitalisés pour Covid que pour la grippe. Alors, on s'est intéressé à des facteurs de risque particuliers qui étaient les maladies respiratoires chroniques, avec un souci. On travaille avec les pneumologues, ils voulaient savoir si leurs patients avaient plus de risques d'être hospitalisés. Et alors non, pas plus de risques d'être hospitalisés, mais par contre, s'ils étaient hospitalisés pour Covid, ils étaient plus à risque de formes très sévères. Alors, l'embolie pulmonaire, qui a intéressé un peu tout le monde à ce moment-là. Donc, ce qu'on a vu, c'est que globalement, la courbe 2019 de l'embolie pulmonaire, des patients hospitalisés pour embolie pulmonaire, et la courbe 2020 en prenant que les patients non Covid, étaient assez superposables. Par contre, se surajoutait cette courbe rouge. Alors, je ne sais pas si je peux montrer. Je crois que c'est ça mon pointeur. Oui, il me semble. Est-ce que c'est ça? Voilà. Cette courbe rouge des patients hospitalisés pour Covid avec embolie pulmonaire, et on voit bien les deux vagues là qui. Alors, sur la diapositive d'après, vous avez l'augmentation des hospitalisations pour embolie pulmonaire, donc explicable essentiellement par ces vagues épidémiques qui ont ajouté des hospitalisations en plus avec des patients plus graves. Alors, nous avons fait un travail financé par l'Association pour la recherche contre le cancer qui voulait un petit peu savoir, c'était toujours on était au printemps 2020, quel était le risque pour les patients atteints de cancer. Et donc, on a pu faire un travail aussi cet été où on a montré qu'effectivement, les patients atteints de cancer avaient 2 fois plus de risque de décès que les patients Covid avec cancer avaient 2 fois plus de décès
que s'ils étaient indemnes de cancer, et que parmi les cancers, on s'en doutait aussi, mais que les patients métastatiques avaient plus de risques de décès, et que parmi les patients, les cancers solides, c'était essentiel, enfin, le cancer du poumon, mais aussi le cancer digestif non colorectal, et on avait aussi un surrisque pour les cancers hématologiques. Alors, la question qui nous taraudait, c'était, et pendant ce temps-là, les autres patients, qu'est-ce qu'ils deviennent? Avec une question pour les urgences cardio, neurovasculaires et ophtalmologiques, une autre question pour les maladies chroniques, une question particulière pour les pathologies mentales et les troubles du comportement, et un intérêt tout particulier, parce que je travaille beaucoup sur ce sujet, sur l'obstétrique. Voilà, donc là, vous voyez la chirurgie ophtalmologique urgente. D'après les ophtalmologues, c'était essentiellement le décollement de rétine. Pour la chirurgie cardiovasculaire, on les a toutes étudiées, hein, mais je ne peux pas vous mettre tous les graphiques. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a un parallélisme, si j'ose dire, mais à l'envers, entre cette courbe de l'épidémie en rouge et la courbe des hospitalisations pour chirurgie de décollement de rétine. Pareil pour la chirurgie carotidienne, avec la courbe épidémique là, et les hospitalisations pour cette chirurgie. Et ce que vous voyez, c'est que dans les deux cas, il y a un rebond après le confinement, mais qui arrive à peine à atteindre le niveau antérieur à l'épidémie, c'est-à-dire celui de l'année d'avant à la même période. Alors, on peut se demander, donc on s'est posé la question de oui, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un effet bénéfique de ce confinement, notamment moins de stress, peut-être moins de pollution? Et donc, on s'est posé cette question très rapidement. Là, c'était aussi pendant l'été 2020. Qu'est-ce qui se passe pour des pathologies qui sont quand même urgentes? Est-ce que le confinement a le même effet, quel que soit le niveau de l'épidémie? Eh bien, pour l'AVC, non. On a comparé la région la plus touchée, qui est le Grand Est, avec la région la moins touchée, l'Occitanie, alors bien sûr pendant cette vague, et on a trouvé qu'il y avait eu vraiment, comme vous voyez, le même schéma, là, cette croissance immédiate et très profonde des hospitalisations pour AVC dans la région la plus touchée, et puis presque rien dans la région la moins touchée, pendant la même période. Donc, avec un effet sur la pollution, hein, les règles de confinement étaient les mêmes dans les deux régions, et quand même bien contrôlées. Donc, un effet sur la pollution probablement identique, mais un effet sur l'accès aux soins complètement différent. Alors, cet accès aux soins, sur les pathologies chroniques, il a été, j'allais dire, catastrophique. Donc, les endocrinologues sont venus nous chercher en nous disant qu'il faut faire quelque chose. On a beaucoup de soucis pour nos patients. Je pense aux patients diabétiques avec cet ulcère du pied diabétique, donc avec une décroissance marquée donc de la prise en charge de ces patients. Les cancérologues étaient très inquiets. Alors, en France, les centres anticancéreux, je dirais, ont tenu le coup. Mais dans les CHU en particulier, on nous a bien demandé de déprogrammer la chirurgie au bénéfice de la prise en charge épidémique. Et les chirurgiens étaient très, très inquiets. Là, je pense à un chirurgien en chirurgie thoracique qui est venu me chercher en me disant qu'il faut faire quelque chose parce que nos patients ne sont plus traités correctement. Donc, on a fait un travail pour montrer que, bon, heureusement, grâce à leur opiniâtreté, il n'y a pas une réduction aussi importante que ce qu'on pouvait craindre, mais quand même, au moment
au moment, alors voilà, sur une période longue, non, mais sur le confinement, là, ça a chuté. Donc un retard aux soins, alors que finalement les surinfections pendant l'hospitalisation étaient extrêmement faibles. Et donc l'idée du message, c'était de dire que la chirurgie était réalisable et c'était l'intérêt de nos patients. Pour ce qui concerne la prise en charge, enfin les pathologies psychiatriques, si j'ose dire, avec j'ai la chance de travailler avec un psychiatre qui est spécialisé dans les tentatives de suicide, qui a beaucoup travaillé à McGill, qui est revenu en France pour des raisons personnelles, mais qui est vraiment un des spécialistes mondiaux. Il travaille avec Oxford, un des spécialistes mondiaux du sujet. Et donc, nous avons pu publier un premier travail sur les tentatives de suicide pendant le premier confinement, qui correspondait à peu près à ce que les psychiatres, enfin, pas tout à fait, non, à ce qui était publié dans nos journaux à l'époque, mais qui correspondait à ce que lui attendait. Les journaux, quand je veux dire les journaux, c'est Le Monde, enfin les journaux, voilà, pas les journaux scientifiques, mais voilà, on nous mettait en garde sur une recrudescence des tentatives de suicide. En pratique, comme beaucoup de psychiatres l'attendaient, il y a une sorte de sidération de la société, et comme en temps de guerre, les tentatives de suicide ont diminué dès l'annonce de l'épidémie, c'est-à-dire avant le confinement. Pareil pour l'intoxication alcoolique, où là, la chute a précédé mais peut-être de manière moins marquée. Là, on le voit peut-être pas très bien, mais sur les travaux qu'on fait à l'heure actuelle, on voit bien que ça a vraiment démarré dès l'annonce de l'épidémie. Donc, on a la tendance ici à vraiment, quand on fait des modèles avec série interrompue, on voit que la tendance change dès l'annonce de l'épidémie. Donc là encore, j'ai la chance de travailler avec un spécialiste du sujet, donc qui était très inquiet, non pas de ces diminutions un peu attendues avec la fermeture des bars et des fêtes, mais qui pour lui entraînait un retard à l'hospitalisation avec des patients plus graves et pas pris en charge, notamment on a vu, puisqu'on avait accès aux médicaments, moindre utilisation des drogues, enfin des médicaments utilisés pour la dépendance. Alors sur l'obstétrique, donc on a les obstétriciens étaient très intéressés par les premiers résultats qui montraient que ce confinement qui avait obligé les femmes à rester chez elles avait eu finalement un effet bénéfique sur la morbidité périnatale d'une manière générale, alors que quand on s'est intéressé aux patientes ayant souffert du Covid, eh bien là, je dirais, on a pu montrer que c'était un facteur de risque de prématurité, même après ajustement sur les autres facteurs de risque. Donc, un effet du confinement plutôt favorable, mais un effet de l'infection défavorable, avec un autre travail avec le ministère de la Santé. Cette fois-ci, c'est pas moi qui suis leader. Les spécialistes de la périnatalité m'ont demandé de travailler avec eux sur les avortements. Et là, on a une réduction des avortements au moment et juste après le confinement, mais qui coïncide, si j'ose dire, avec un déclin des conceptions. Alors, tous ces éléments ont pour objectif de vous montrer, donc j'ai essayé d'être un peu plus courte que prévu pour qu'on tienne à peu près le timing, que ces données médico-administratives ont un intérêt, de mon point de vue, majeur pour fournir des données quasi en temps réel sur une sorte de photographie d'état de santé, de la prise en charge de nos populations, même si, bien sûr, le niveau de qualité ne peut pas atteindre et n'atteindra probablement jamais celui des essais thérapeutiques.
Mais on sait bien que les essais thérapeutiques ne correspondent pas toujours à ce qui se passe en vie réelle, et surtout que certaines populations y échappent, si j'ose dire, en tout cas ne peuvent pas en bénéficier. Je pense notamment aux nouveau-nés, aux femmes enceintes et aux personnes âgées, où les problématiques de soins et d'effets secondaires de ces traitements sont extrêmement importantes. Donc, moi, effectivement, je milite en faveur de l'utilisation de ces données qui sont disponibles plus facilement, même si, bien évidemment, la question de la qualité de ces données qui n'ont pas été recueillies à des fins épidémiologiques se pose cruellement. Je pense en France, par exemple, l'assurance maladie impose au département de l'information médicale dans les hôpitaux de faire des contrôles de qualité internes. Elle organise des contrôles de qualité externes, c'est-à-dire qu'ils viennent plusieurs semaines, par exemple, dans notre hôpital pour reprendre les dossiers. Donc nous sommes surveillés, mais cette surveillance, ce contrôle a pour objectif de vérifier qu'il n'y a pas de surfacturation. C'est-à-dire que si on oublie un acte, et en général, il conclut souvent comme ça, on a retrouvé des endroits où effectivement certaines règles de codage ont peut-être pas été appliquées parfaitement et ça peut avoir un léger effet, voilà, de surfacturation, mais en général, il conclut en disant, mais d'une manière générale, vous sous-estimez votre activité. Et bon, alors ça, par contre, ils ne peuvent pas corriger une facture pour autant, hein. Ce n'est pas leur souci. Et donc, c'est tout l'intérêt de la comparaison, la confrontation de ces données avec des dossiers médicaux et surtout quand on peut des cohortes ou surtout des registres qui ont des données de qualité incomparables par rapport à ce que l'on peut avoir dans ces données médico-administratives. Avec Marcel Goldberg, donc nous avons initié il y a déjà presque 10 ans un réseau national pour que tous ceux qui sont concernés par l'utilisation de ces données, donc on pense essentiellement aux agences nationales, aux ministères, mais aussi aux chercheurs et à ceux qui sont sur le terrain. Je pense au département de l'information médicale qui recueille les données pour que eh bien, on partage nos difficultés, nos connaissances et qu'on présente nos travaux, que ce soit des études de validation ou des utilisations de données dans le cadre de conférences nationales. Donc, j'ai beaucoup œuvré, mais pas toute seule, pour l'organisation de ce type de conférences. Et je pense qu'aujourd'hui, il me semble que même si les données sont imparfaites, elles ont le mérite d'exister et de fournir des photographies extrêmement intéressantes de la prise en charge des patients au niveau de population. Victor j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Victor Audouin, qui était très convaincu de leur intérêt, à la fois sur les hospitalisations, mais aussi sur les soins palliatifs en fin de vie. J'ai la chance également de travailler avec Michal Abramovics. Nous avons un projet commun en ce moment. Il a beaucoup travaillé sur la méthodologie de l'estimation de la dose et c'est vrai que ces effets dose avec ce type de données ne sont pas toujours faciles à calculer. Donc, on a un projet plus méthodologique là-dessus, international. Il compte sur moi pour l'utiliser sur les données françaises. J'ai eu la chance également de pouvoir travailler avec Bernard et Marie-Annick sur ce projet des effets indésirables après prothèse totale de hanche et arthropathie du genou. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, c'est vraiment un projet très important. Nous avons pu mesurer ensemble les grandes difficultés à accéder aux données, à pouvoir les analyser, puisqu'il faut disposer, il faut qu'un ingénieur formé puisse passer plusieurs mois, hein, ça ne peut pas se faire en 15 jours, sur ces données. Et ensuite, quand on veut les interpréter, on s'aperçoit que les règles de codage ou de recueil ne sont pas les mêmes dans les deux pays. Donc, c'est extrêmement difficile de pouvoir interpréter facilement, mais je trouve que justement, c'est ça l'intérêt de ce type de travail, c'est de montrer
bien sûr qu'on peut produire des résultats qui, de mon point de vue, ont un grand intérêt et qu'on est confronté à des difficultés. Et je pense qu'une discussion de ces difficultés est toujours extrêmement utile et informative. Donc, c'est vrai que je serais ravie, moi, que ce très beau travail puisse enfin être publié. J'ai également participé avec Andrea Jude, qui est un des rares professeurs à avoir une chaire sur la maltraitance à enfants en Europe, qui est basée à la fois en Allemagne et en Suisse, et qui m'a chargé la coordination du groupe sur le traitement des données. Alors là aussi, donc je mesure encore mieux les difficultés de rassembler des données de plusieurs pays. Donc, pour montrer l'exemple, j'ai fait un premier travail sur la maltraitance à enfants en France, qui n'est pas parfait, mais qui a eu le mérite de pouvoir fournir au ministère de la Santé des données dès la fin de l'été 2020 et de fournir des arguments en faveur de la réouverture des écoles et des crèches dès le deuxième confinement. Donc, ces travaux, ils sont jamais parfaits sur les données médico-administratives, ils sont extrêmement critiquables, mais je pense qu'ils sont extrêmement utiles. Donc, je pense que quand on a la chance de pouvoir disposer de ces données, il faut les publier, quitte à prendre effectivement à se préparer à répondre à des questions compliquées. Mais je pense qu'on a, en tout cas, moi, je trouve qu'on a beaucoup de fierté à pouvoir les présenter et à servir nos communautés médicales, scientifiques, nos gouvernements sur la prise de décision extrêmement importante pour la prise en charge de nos patients. Voilà, je vous remercie pour votre patience et je suis bien sûr à votre disposition pour les questions. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup, Catherine, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir respecté le timing. Je vais laisser vraiment, c'est une excellente présentation, c'est impressionnant de voir tout ce qui a été fait avec ces données. Même si, comme vous l'avez très justement mentionné, elles ont des limitations, mais c'est quand même, ça fournit beaucoup d'informations très utiles. Je tiens encore une fois à vous remercier vivement, Catherine, d'avoir pris le temps de faire cette excellente présentation. C'est très impressionnant de voir la richesse des données et le nombre d'analyses que vous avez pu réaliser en si peu de temps. Je suis aussi, comme vous, convaincue de l'utilité de ces résultats. Même si les données sont imparfaites, je crois qu'il y a vraiment énormément d'enseignements à tirer et puis un impact de santé publique aussi qui peut s'en suivre. Je remercie à toutes et tous d'avoir participé. Il y avait une très, très belle audience aujourd'hui et puis je vous souhaite tout de bon, une belle continuation de journée et une bonne semaine. Merci beaucoup, au revoir.